En tout, on a fait 9 millions de chiffre d'affaires en 2024. L'année dernière, on a vendu à peu près 175 000 maillots. L'histoire, elle est un peu folle. Et la presse a eu aussi envie d'expliquer le concept, de le faire découvrir. On a été dans l'équipe. Globalement, tous les journaux, radios, émissions connus, on va dire, on a eu au moins un petit passage dedans. Lui, c'est Séverin, le CMO de Un Bon Maillot. Un Bon Maillot, c'est le numéro 1 des box de foot mystère en France, mais c'est surtout une marque qui a vécu une croissance fulgurante. C'est simple, en 2 ans, la boîte est passée de 2 millions à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ce qui est assez impressionnant à voir, c'est leur capacité à mener de nombreux projets en parallèle. En 2024, par exemple, la boîte a jonglé entre leur passage sur Qui veut être mon associé. La prod les appelle 5 jours avant en leur disant Tony Parker, il est disponible qu'à cette date-là. Si vous voulez passer avec lui, c'est à cette date-là. Le lancement d'une édition spéciale pour la Coupe d'Europe de football, l'ouverture de la distribution en retail, le changement de nom, l'internationalisation, Q4, et tout ça bien évidemment en continuant à se développer très rapidement. On fait 340 000 euros de CA en 4 jours. On a la chance de bosser avec Un Bon Maillot depuis un petit moment maintenant, mais j'avais envie de recevoir Séverin pour en savoir un peu plus sur les coulisses de l'hypercroissance. Ensemble, on a parlé de comment Un Bon Maillot est passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sans faire de publicité, Ils arrivent au million de chiffre d'affaires sans dépenser un seul euro de marketing. de comment chacune de leurs actions a généré plus de traction que ce qu'ils avaient anticipé, de quelle est leur stratégie marketing dans les détails, combien de chiffres ils font et quels sont leurs plans d'expansion. Et on a aussi discuté ensemble des aspects un petit peu moins cool de l'hypercroissance. Globalement, on a grandi trop vite, fallait faire des ajustements. On a vu par exemple les problèmes que se disperser peut engendrer, la complexité que c'est d'ouvrir un nouveau marché, les problématiques de stock, le stress, le SAV, etc. Donc là, c'est le gros focus de l'année, de grandir et d'être en capacité du coup d'aller approvisionner ces magasins, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. J'ai beaucoup aimé discuter avec Séverin de l'incroyable aventure qu'ont vécu Un Bon Maillot, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est d'avoir la possibilité d'échanger de manière transparente et sans filtre, et de parler aussi bien des moments de joie que des moments difficiles. Cet épisode est bourré d'apprentissage et de conseils marketing et commerce, alors j'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Séverin, Salut Etienne, comment tu vas? très bien et toi? Écoute, très bien, ravi de te recevoir sur ce podcast. Ravi d'être là. Très content de faire ce petit épisode avec toi. Séverin, tu es CMO chez Un Bon Maillot, qui est le numéro 1 des box de foot mystère en France. Tu es diplômé de l'EM Lyon, Business School. Après quoi, tu as commencé ta carrière chez Spark, qui est une agence de marketing / un cabinet de conseil. Donc là où tu as commencé notamment sur la partie marketing. Ensuite, très rapidement dans ta carrière, tu es passé dans un domaine qui, de ce que je comprends, te tient à cœur, le sport, puisque tu es devenu CMO de Exo, où tu es resté 1 an. Ouais. Et puis après ça, tu as rejoint Un Bon Maillot en tant que CMO sur un poste du coup que tu occupes maintenant depuis 2 ans. Un tout petit peu moins de 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Et depuis ton arrivée, Un Bon Maillot a vécu quand même une grosse croissance, puisque vous êtes passé de 2 millions à 15 millions de chiffre d'affaires annuel, ce qui est assez fulgurant quand on sait ce qui se fait un peu sur le e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as, j'allais dire tout vécu, peut-être pas, mais en tout cas, tu as vécu plein de choses. Le changement de nom de marque, le passage sur Qui veut être mon associé, l'explosion du e-commerce, l'internationalisation, parce que vous avez ouvert plusieurs marchés, on va en parler aujourd'hui. Yes. L'ouverture du retail aussi, parce qu'il me semble que vous êtes distribué notamment chez Decathlon, entre autres. C'est ça. Et les ruptures de stock, des périodes très intenses, des périodes plus calmes. Voilà, donc aujourd'hui, je vais te recevoir pour parler justement de tout ça, et notamment de votre stratégie marketing que tu pilotes au quotidien un peu en détail. On a beaucoup de sujets, plein de sujets passionnants. On va essayer d'être synthétique et d'aller à l'essentiel, mais ce que je te propose, c'est peut-être de te laisser te présenter pour commencer. Yes, bien sûr. Du coup, je suis Séverin, donc j'ai bientôt 27 ans. Comme tu l'as dit, du coup, j'ai été diplômé de l'EM Lyon. Je suis un mordu de sport de manière générale. J'étais en sport-études quand j'étais plus jeune, en sport-études tennis. Donc rien à voir avec les sports qu'on a chez Un Bon Maillot. Mais ouais, grand mordu de sport. Et donc après l'EM Lyon, j'avais très envie tout de suite pouvoir travailler dans cet univers-là. J'ai eu la chance de pouvoir être au tout début d'Exo, du coup, qui est une petite start-up qui a bien grandi depuis. Bravo à eux, puisque je sais que là maintenant ils sont 12 ou 13 et ça se passe bien pour eux. J'ai eu des nouvelles récemment, donc très cool. Et en fait, fin d'études, je vais basculer du coup tout de suite sur Exo, presque en parallèle de la fin des études. Je les ai accompagnés sur création de contenu, media buying, où j'avais été très bien formé à bonne école, on va dire, chez Spark, où vraiment j'avais eu une super formation là-bas. Et donc ça m'a permis de prouver un petit peu chez Exo et derrière de postuler, d'arriver chez Un Bon Maillot pour
avoir beaucoup de liberté. Je pense qu'on va en parler et pouvoir faire plein de choses. Mais voilà, du coup, tout est souvent relié au sport de manière générale dans le quotidien ou dans le travail. Donc, je suis très content aujourd'hui de pouvoir faire ça. Tu pratiques le sport à titre perso? Ouais, beaucoup. Je joue plus du tout au tennis. Ok. Je fais partie de la team paddle maintenant, donc je Ok. joue pas mal au paddle. Et en parallèle, je cours beaucoup. Ouais. Donc déjà 2 marathons à mon actif, mais on va essayer d'aller chercher des grosses perfs. Je suis inscrit au marathon de Florence en fin d'année, donc Trop bien. beaucoup de sport à côté du boulot. J'ai pas fait Florence, j'ai fait Pise l'année dernière. Sympa. Magnifique aussi, mais Très trop bien. stylé. Je sais pas si je te suis déjà sur Strava, mais il faut que je te rajoute Ah sur bah Strava. ça. Je suis curieux de savoir un peu, déjà peut-être nous présenter un bon maillot pour les personnes qui connaissent pas ce que vous faites. Bien sûr. Du coup, on vend des box mystères de maillots de foot. Aussi fou que ça puisse paraître, le concept il est hyper simple. Les gens ils choisissent une box sur le site. Donc globalement il y a tous les types de maillots. Quand je dis choix d'une box, c'est surtout un maillot floqué, pas floqué, saison en cours, quelques options, femme, enfant. Et en fait ils reçoivent un maillot au hasard dans une boîte. La question qui revient évidemment tout de suite, c'est est-ce qu'on peut exclure des équipes qu'on déteste ou qu'on ne veut pas recevoir ou qu'on a déjà aussi. Donc ça c'est le cas. Ça évite les trop fortes déceptions des fans d'un club qui ne voudrait pas le club rival. Donc voilà, on vend des box mystères. On ne vend pas que du foot, on a du rugby, du basket. La dernière marque qu'on a lancée, c'est la marque Vintage, qui fonctionne dans un autre format. Je sais pas, on aura probablement l'occasion d'en reparler peut-être un tout petit peu. Mais donc ça nous permet d'avoir 4 marques en France. Et en fait, on a dupliqué le concept à l'étranger, donc en Allemagne et en Espagne aujourd'hui. C'est des marques à part entière. On a un bon maillot, c'était difficile à exporter en termes de nom. Donc on est allé chercher un peu ce nom-là en Espagne et en Allemagne. Okay. Et donc ouais, voilà, aujourd'hui on a 6 marques. Et on est même... je pense qu'on peut le dire, on est leader même européen aujourd'hui de la box mystère sportive, donc ça c'est quand même très cool. Et l'année dernière, on a vendu à peu près 175 000 maillots. Donc sans rentrer dans des énormes détails et donner trop de chiffres, il y a un élément moi que j'aime bien donner qui permet, je pense, aux gens de se situer par rapport au club. Souvent les gens n'ont pas trop la vision de combien un club de foot vend de maillots. Et c'est souvent quand je donne ces chiffres-là que les gens se disent « Ah d'accord, ok, ça a bien grandi un bon maillot ». Pour donner une échelle, en Ligue 1 aujourd'hui, un club moyen, on va dire, enfin moyen dans le sens, je respecte tous les joueurs de foot pro, surtout en Ligue 1, au classement, mais au classement, typiquement, je sais pas, Angers, Auxerre, qui doit être vers la 10e place, ça vend 10-12 000 maillots à l'année. Donc nous, on a vendu 175 000 l'année dernière. Sur une seule année. Sur une seule année. C'est énorme. Et après, évidemment, il y a 3 mastodontes en France qui sont Paris, Marseille et Lyon, qui eux vendent respectivement, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais 1 million de maillots pour le PSG, 300 000, 400 000 pour l'OM et peut-être 200 000 pour Lyon. Mais donc, on est un peu juste en dessous du podium des clubs si on devait se comparer là-dessus. Donc voilà, donc ça a bien grandi. Énorme. Et du coup, donc principalement, c'est les maillots de foot, ou c'est aussi, il y a beaucoup de maillots de rugby et de basket ou autre? La marque rugby, elle a beaucoup grandi, notamment l'année dernière. En fait, ça a été assez progressif depuis la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France il y a 1 an et demi. Mais l'année dernière, on a vraiment réussi à, je pense, toucher vraiment le public rugby. Donc c'est devenu une belle marque. Le basket, on a un peu plus de mal. Parce que les maillots valent plus cher, donc tout simplement, même si nous on vend les maillots un peu moins cher qu'en boutique, c'est plus difficile de vendre un maillot à 80 € qu'à 50 €. Parce que du coup, je ne l'ai pas précisé, mais on vend des box mystères et on propose des maillots, du coup, on va dire 2 fois moins cher que ce qu'on pourrait trouver en boutique. C'est quoi le prix moyen à peu près? Nous, c'est la box classique, elle est à 47,99 €. Et un maillot en boutique, en général, c'est 95 €. Ça peut aller jusqu'à beaucoup plus haut pour certains clubs, mais en moyenne, c'est 95 €. Et au basket, on a plus de mal à faire ça. On n'est pas encore capable que ce soit par le volume, la diversité d'équipementiers, d'avoir des prix un peu moins élevés. Mais surtout, du coup, majoritairement du foot, pour répondre à ta question. Donc, toi, tu as rejoint un bon maillot donc, il y a presque 2 ans. C'est ça. Donc là, on est mars 2025, donc c'était... À l'été 2023. Ok. Ça fera 2 ans cet été. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet ?
Bah, on en parlait un peu, le côté sport, Ouais. donc forcément. En plus, moi, pour le coup, j'adore les maillots. Bon, là, j'en ai vu beaucoup depuis 2 ans, donc je suis pas encore à l'overdose de maillots, mais non, du coup, forcément, le côté sportif. Euh, En fait, projet que, très honnêtement, je connais pas quand je découvre l'offre. Pour l'anecdote, Louis, du coup, qui est un des 2 fondateurs, Ouais. il postait beaucoup sur LinkedIn. Moi, personnellement, j'y étais très peu. Je cherchais à potentiellement partir vivre à l'étranger, donc avoir un job à l'étranger. Je vois une offre passer d'un bon maillot, du coup, sur son profil à lui. Euh, il cherchait plusieurs profils différents, parce que, a priori, ils étaient en forte croissance. Et en fait, la dernière ligne, c'est job disponible en full remote dans le monde entier. Donc forcément, là, je me dis sport disponible, enfin possible de travailler dans le monde entier. J'y vais. Génial. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'origine, il cherchait pas du tout quelqu'un pour gérer le market. Il avait plusieurs fiches de poste et il y avait une des fiches de poste qui était responsable de la relation avec les clubs. Ok. À l'époque, ils achetaient les maillots auprès des clubs directement. Et en fait, je postule pour cette offre-là. Et on échange beaucoup de fois. Le feeling passe très bien. Et de fil en aiguille, il me dit, bah, en fait, je voulais pas recruter tout de suite quelqu'un sur le market, mais je pense que tu peux et que tu as envie de le faire. Donc, on peut trouver un arrangement. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et me voilà. Et donc, tu as commencé tout de suite au market ou... Ouais, tout de suite au market. Ok. Parce qu'en fait, très vite, ils ont bifurqué. Au moment où j'arrive, ils commencent à acheter directement auprès des équipementiers. Ok. Et ils arrêtent, entre guillemets, ou ils ralentissent le fait d'acheter des... Au démarrage, c'était des stocks d'invendus de clubs de foot. Ok. Et aujourd'hui, on achète quasiment 90% intégralement directement des équipementiers. À l'époque où tu arrives chez Un Bon Maillot, du coup, j'imagine c'est pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Vous faisiez quoi à peu près en termes de chiffres? En fait, à l'époque, quand j'arrive, ils ont fait entre 2 et 2,5 millions de CA. Ok. Donc, ouais, depuis, on en a ajouté 12,5 en gros. Mais non, du coup, surtout, pour mettre un peu le contexte, ils arrivent au million de chiffre d'affaires sans dépenser un seul euro de marketing. Tout en organique. Tout en organique. Mais vraiment, tout, c'est... Il n'y a même pas eu un mail envoyé, il n'y a pas eu une pub publiée, il n'y a pas eu d'influence, il y a eu peut-être 3-4 produits offerts, et quasiment rien, honnêtement. Et ça vient d'où, du coup, les ventes? L'histoire, elle est un peu folle, parce que, en fait, ils lancent le projet, eux, en parallèle de leur vie respective, Timothée et Louis, parce qu'ils sont fous de foot, et qu'ils se disent qu'ils ont déjà vu le concept de la box mystère. Je veux pas dire de bêtises, mais globalement, ils en avaient offert une à un de leurs amis. C'était des vêtements de luxe, ils avaient payé super cher. La personne ouvre la boîte et ils sont hyper déçus du résultat. Et eux, ils se disent, bah, en fait, il faudrait que ça soit l'inverse. Il faudrait que le mystère, si les gens sont déçus, il faudrait avoir payé moins cher pour limiter un peu la déception. Et ils se disent, pourquoi on l'appliquerait pas au secteur qui nous plaît, donc le foot. Et en fait, ils font ça, ils font quelques ventes. Et en fait, ça devient viral super vite. Ah ouais. Les gens achètent les box et se filment chez eux en train d'ouvrir les boîtes. Et en fait, les algos s'emballent complètement, surtout sur TikTok. Et donc, des clients, j'allais dire des gens lambda comme toi et moi, qui se filment et qui font 4, 5, 10 millions de vues. Incroyable. Et donc là, tous les gens se disent, mais pas du tout prévu, du coup. Pas du tout prévu. Ah ouais, génial. Ah ouais, donc tu as une vraie traction. Mais tout de suite. Pendant quelques mois, il se passe pas grand-chose. Ils font quelques ventes. Ils se demandent même comment. Et d'un coup, il y a ça. Et là, ça explose. Okay. Et en fait, ouais, le watch time, en fait, après coup, en analysant un peu, les algos aiment quand les personnes restent longtemps sur la vidéo. Et en fait, le unboxing, quand quelqu'un se filme en allant récupérer sa boîte dans la boîte aux lettres, l'amener, la mettre sur une table, l'ouvrir, tirer le maillot, il y a 10, 15, 20, 25 secondes qui se passent avant que la personne qui regarde la vidéo voit le maillot. Et donc, le watch time, il est top pour les algos. Et c'est ça qui fait que les vidéos, elles s'emballent. Okay. Et les gens qui voient d'autres personnes lambda faire des vues avec ce truc-là se disent, mais moi aussi, je veux une box et je veux faire des vues. Je veux faire des vues. Donc, tout le monde se met à vouloir faire des vues avec ça. Et là, pas besoin de faire de marketing. Incroyable. Ça s'emballe et ça va jusqu'à faire 1 million de chiffre d'affaires sans dépenser 1 euro. Donc, non, assez fou. Et moi, quand j'arrive, c'est le tout début de... Ça a commencé à dépenser un peu d'argent en ads, mais on est vraiment au début, quoi. Il y a 3 vidéos d'unboxing, très honnêtement, sans aucune critique, parce qu'en plus, ça fonctionne à l'époque, mais
C'est une boîte ouverte au milieu d'une plage, quelqu'un qui ouvre une boîte, on voit personne sur l'écran, Ouais. juste un fond, une boîte qui s'ouvre, un maillot à l'intérieur, il y a écrit maillot mystère, c'est tout. Ouais. Et ça tourne pendant les premiers mois, et ensuite, là, moi, j'arrive dans l'été 2023, du coup. Ok. Donc toi, t'arrives, ton job, j'imagine, c'est de passer du coup à l'étape supérieure. Donc c'est structuré comment à l'époque? Il y a un département marketing déjà ou c'est... Non. Rien du tout. Ok. Ouais, j'arrive, le but, c'est de structurer. Ok. À l'époque, on est 5 6 je vais pas dire de bêtises, mais c'est surtout moi, je suis le premier à être en CDI. Ok. Donc, du coup, on n'est pas nombreux. Il y a un peu tout à faire. Ça part globalement d'une page blanche. Mais ce qui est très sympa, c'est que tout de suite, Louis et Tim, ils font d'autres choses, d'autres sujets dans l'opérationnel, que ce soit la logistique, les achats, etc. Et donc, directement, ils me donnent un peu carte blanche. Évidemment, on est une petite boîte, donc pas du tout, le budget est très limité, etc. Mais dans les idées, et si j'ai envie de tester des choses, j'ai la liberté. T'as ton terrain de jeu, quoi. Et donc là, c'est génial parce que arriver à un endroit où on te dit tu peux faire ce que tu veux, et dans un secteur que moi j'aime beaucoup, forcément j'ai envie de tester plein de choses. Je me dis, là, il y a trop de choses, on n'a rien exploité encore. Et alors, c'est quoi tes premières actions quand tu arrives dans la boîte? Globalement, je regarde un peu l'existant, mais c'est assez léger finalement. J'essaye surtout de créer un peu une feuille de route claire pour pas partir dans tous les sens tout de suite et me dire on peut faire ça, faire plein de partenariats. Bien sûr qu'il y a des millions d'idées, mais si je commence à faire ça tout seul, ça va jamais fonctionner. Donc c'est vraiment consolider l'existant, mais en ajoutant mes petites touches au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on se met à travailler le CRM. On bosse avec une agence, mais on commence à le faire vraiment très, on va dire, minutieusement à partir de septembre 2023. C'est ton premier chantier, ça, le CRM? En gros, on l'installe, on sait qu'on a déjà une base avec quelques dizaines de milliers de personnes dedans et que c'est pas exploité. Il n'y a pas un flow, il n'y a pas une newsletter, rien. Donc c'est du cash, faut être honnête, qui peut rentrer tout de suite. Donc c'est facile, ça nous permet de dégager tout de suite de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'on met en place. Et très vite, je me dis, il va falloir mettre en place une stratégie créa et tout de suite voir, avoir un peu la vision Q4, fin d'année. On a une bonne idée de cadeau, on est à moins de 50 €. Il va falloir tout de suite se placer là-dessus, mais il va falloir être rapide parce que ça arrive super vite, le Q4 de 2023. Ok. Donc voilà, j'essaye de poser les premières briques et d'y aller doucement. Et les gros focus, c'est le CRM et le début de la créa, on va dire. Et premier Q4, du coup, beau résultat Ouais, franchement, en 1 an et demi, on a vécu tellement de moments où on a fait des paris et ils ont été dépassés, mais de très très loin. Et ce Q4-là, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je m'en souviens très bien, on tease beaucoup du coup, la base CRM. On avait du coup un segment VIP, ceux qui avaient déjà acheté plusieurs fois. Et donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais le Black Friday de 2023, donc évidemment c'est un vendredi, mais nous on le démarre le jeudi pour les VIP à 18h. Et quand on envoie la newsletter, je sais plus, on a tous fait des paris en disant ouais, ça fera X milliers d'euros ou quoi. Ça fait 5-6 fois le max de celui qui a fait le pari le plus haut, quoi. Et donc là, le Shopify, nous, on est là comme des fous devant l'écran. Et en fait, derrière, l'enchaînement, du coup, on fait vendredi au lundi avec le Cyber Monday. On fait, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on fait peut-être 340 000 € de CA en 4 jours. Énorme. Et là, du coup, tout de suite, en fait, ça, c'est génial. Mais en fait, les garçons, ils avaient acheté des maillots en se disant, on a un stock de maillots jusqu'à Noël. Et moi, avec les ventes, le lundi soir, ils me disent, Sève, là, on envoie tous les maillots, on n'a plus rien pour Noël. Ah putain. Et là, on se dit, ok. Le début des galères. Ouais, il y a une traction de fou, mais il va falloir qu'on trouve des maillots, quoi. Ok. Et du coup, là, à cette époque, c'est uniquement sur vos clients existants? Il n'y a pas d'acquisition qui est faite ou vous faites quand même un peu de... Ouais, on fait de l'acquise. En gros, le début du Black Friday se fait uniquement sur les VIP le jeudi. Ouais. Et après, on a des créas et des ads. On n'en a pas beaucoup. On s'est vraiment fait un peu fait maison. C'est nous qui nous filmons ou
On a peut-être un ou deux créateurs UGC, c'est vraiment très basique. Ouais. Mais au moins, on arrive à avoir une explication claire du concept et d'appuyer sur le fait que ça va être une bonne idée de cadeau pour Noël. Donc, les gens viennent de toucher leur salaire de fin novembre, ils vont faire les cadeaux. Voilà, bingo, le fan de sport, c'est le top cadeau sous le sapin, quoi. Et alors, comment j'imagine que ça doit être assez déroutant de voir de sentir une traction presque qui te happe, tu vois, tu te dis genre j'ai pas assez de supply, tu vois. Clairement. Donc ça m'intéresse de savoir. Donc ça, c'est première étape, tu arrives, tu dis ok, je mets les premières choses en place, c'est structuré, au premier Q4 le truc explose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour passer de 2 millions, 2,5 millions à 15 millions en 2 ans? C'est quoi qu'est-ce qui vous fait exploser? C'est quoi les étapes, tu vois, par lesquelles tu passes? Ouais. Si tu peux me donner un peu le cheminement. Bah, en fait, il y a plusieurs. C'est vraiment du step by step. Donc, on va dire que la première étape de ça, c'est ce fameux Q4 de 2023. Ouais. Où là, on prend conscience que. En fait, j'en prends pas conscience à ce moment-là. C'est après, avec un peu de recul. Mais que. D'ailleurs, c'est même encore aujourd'hui qu'on le réalise pleinement. Qu'en fait, on est un produit qui va avoir une forte saisonnalité. Et l'année 2024 va contredire ça et nous laisser penser qu'on peut vendre toute l'année. Ok. Je vais t'expliquer après les étapes. Mais du coup, on comprend aujourd'hui, là, avec du recul, que cette période Noël, je pense que même l'année dernière, en 2024, là, il y a quelques mois, on aurait pu en vendre beaucoup plus. Et encore une fois, il fallait avoir les maillots et on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, la première étape, c'est ok, la fin d'année, c'est notre moment. On est la top idée de cadeau. On parle plus que aux footeux, on parle aussi fans de rugby, fans de basket. En fin d'année 2023, on vend énormément de maillots enfants, ce qu'on ne vendait pas forcément dans l'année. Donc souvent, c'était la cible 25-35 ans, les potes qui vont au Five et qui ont tous envie d'avoir un maillot sympa. Là, on se rend compte qu'en fait, on touche les mamans qui veulent acheter pour leurs enfants. La grand-mère qui achète pour ses petits-enfants, la femme qui offre à son mari, on touche beaucoup plus de monde. La cible est large, quoi. Ouais. Et donc la première étape, c'est ce Q4 2023. Ça représente aujourd'hui beaucoup en proportion Q4 sur votre chiffre? Ouais, je faisais le calcul tout à l'heure. En 2024, ça représentait entre 25 et 30% du CA. Okay, donc, et en fait, c'est même hors Q4, c'est même du 20 novembre au 20 décembre, ça représente 25%. Quoi. Ah ouais, ok. Donc il y a vraiment un axe cadeau, quoi. Ouais. Okay. L'année dernière, en 2024, on fait 9 millions, on fait 1,8 million entre le 20 novembre et le 20 décembre. Ah ouais. Donc, faut suivre après derrière, mais ouais, on sent que c'est le moment, en fait, on peut toucher tellement de gens. Et donc, ouais, ça se fait par étapes. C'est-à-dire qu'on fait ce Q4, début d'année 2024 du coup, et qui va être mon associé arrive. Donc ça, super expérience. Ce qui se passe, pour remettre un peu le contexte, c'est que qui va être mon associé, c'est tourné septembre-octobre, et c'est diffusé 6 mois après. Donc, septembre 2023. 2023. Ok. Et donc moi, je suis arrivé pendant l'été, premier séminaire où on passe du temps tous ensemble. On n'est pas nombreux, mais on passe du temps tous ensemble. Timothée et Louis nous annoncent que du coup, il passe, donc il va être mon associé. Ouais. Et en fait, la prod les appelle 5 jours avant en leur disant Tony Parker, il est disponible qu'à cette date-là. Donc, si vous voulez passer avec lui, c'est à cette date-là. Sauf qu'au lieu que ça soit pour dans 3 semaines, c'est dans 5 jours. Et on n'est pas prêt du tout. Enfin, eux, ils ont tout leur pitch et leur truc ils sont pas nickel et tout. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, à l'époque, la marque s'appelle pas Un Bon Maillot, mais Le Bon Maillot. Et on a prévu de faire la transition courant octobre. Mais en fait, là, la prod nous dit, mais vous pouvez pas passer avec un nom de marque et changer de nom de marque après, parce que sinon, ça marche pas. Donc, il faut faire le changement de nom de marque en 4 jours. Ah putain. Et là... Question de curiosité, pourquoi vous changez de nom de marque ? Globalement, je sais pas si j'ai parfaitement le droit d'en parler, mais en gros, de manière très simple, globalement, il y a une marque qui n'était pas OK avec ce nom de marque et qui était un peu proche du nom Le Bon Maillot et qui avait un peu le même nom de début de marque et qui, on va dire, nous a poussé à changer. Okay. Et en fait, on doit changer en 4 jours. Et sur le moment, on peut se dire, c'est juste changer 2 lettres, mais en fait...
y a tellement d'impact bien sûr. dans les changements sur le site, etc. Parce qu'en fait, au-delà d'avoir le bon nom, il faut que les jurés qui va être mon associé, quand Timothée et Louis ils arrivent et qu'ils disent on présente unbonmaillot.com, que le site il ressorte bien, ils sont tous là sur leur téléphone à regarder est-ce que ça fonctionne, le compte Insta, tous ces trucs là en fait il y a des éléments qui sont regardés quoi. Tout ça en 4 jours. Ouais. Putain. Donc le séminaire il ressemble plus à rien, il y a des trucs de prévu, il n'y a plus rien de prévu, tout le monde travaille d'arrache-pied, mais c'est cool, ça, au moins ça met dans l'ambiance on va dire. Et donc ils vont tourner qui va être mon associé, nous on sait pas le résultat jusqu'à la diffusion. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils vous gardent Ouais, la surprise? ils gardent la surprise et tout, dans tous les sens. Ils nous ont eu avec des feintes, des sous-entendus, etc. Et, ils ont jamais lâché. ils ont jamais lâché. Ils ont été super forts là-dessus. Et donc, ils gardent ça secret. Et le passage, donc, c'est enregistré tout fin septembre ou début octobre 2023. Et on est diffusé le 21 février. On le sait 3 semaines avant. Donc, en fait, quand eux, ils tournent, focus Q4, et ensuite, quand on voit la traction à Q4, et que, comme je te disais, on a manqué de maillots, il a fallu en trouver en urgence, en acheter du coup parfois plus cher, etc. On est obligé de prévoir pour qui va être mon associé, parce qu'on se dit, là, à tout moment, ça peut être encore plus gros. Donc il y a une grosse période où il faut s'organiser pour planifier ça, surtout d'un point de vue maillot. Et ensuite, moi j'essaye de prévoir un maximum de choses, que ce soit sur le site, on commence à travailler avec des créateurs de contenu, donc pour que eux le jour J disent regardez un bon maillot, je vous en ai déjà parlé, il passe dans qui va être mon associé, etc. Donc il y a un peu toute une campagne influence. On essaye de vraiment préparer ce passage-là au sens large. Moi j'ai un petit, comment dire, pas un petit avantage, mais en fait pour l'anecdote, l'émission elle sort une semaine en avance sur les plateformes MyCanal et autres. Okay. Et cette année, elle sort une semaine en avance. Et l'année dernière, elle sortait 48 heures avant. Okay. Et en fait, moi, j'ai pas le résultat et je sais pas cette information. Et en fait, la veille, mon père m'envoie un message incroyable. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, il a vu. Et en fait, lui, il a regardé, trop curieux. Il est comme un fou. Déjà, il adore l'émission. Et là, de savoir qu'il y avait la boîte dans laquelle je bossais, il dévorait les épisodes, quoi. Et il m'envoie un message génial et tout, persuadé que moi je le sais. Et donc je lui réponds, mais de quoi et tout. Et en fait, il me dit le verdict en fait, en me disant trop cool, ça. Et donc moi là, je comprends pas, donc je l'appelle. Il me dit, donc je capte le truc et je me dis, bon bah là, je vais regarder. Et en fait, je vais en profiter, je vais anticiper comme j'ai le résultat. Je vais ajuster, même si on est 48 heures avant le passage, je vais ajuster un peu ce que je peux faire sans en parler, enfin sans dévoiler la chose aux équipes qui eux sont pas au courant, mais avec la team typiquement de l'agence CRM, etc., de prévoir dans les flows qui vont passer live juste après l'émission, de mettre des éléments et de prendre de l'avance là-dessus en fait, pour pas qu'il y ait un delta trop long là-dessus. Et donc il y a cette mission qui veut être mon associé. On passe à la télé. Génial, on a un long passage, début d'émission. Ça fait un gros pic de vente, j'imagine. Ça fait un gros pic de passage sur le site, mais ça fait pas un gros pic de vente le soir même. Il y a un gros stress parce qu'on a acheté beaucoup de maillots. Ah ouais. Tout fonctionne, tout est prêt, franchement, tout est nickel. Et en fait, on a un pic, je crois, dans la soirée, on doit avoir presque 200 000 visiteurs. C'est vraiment énorme. Ah ouais. Et je peux le dire, mais on fait une journée, pas classique, mais à l'époque, on fait des journées qui sont peut-être aux alentours en moyenne, en gros, entre 8 et 12 000 euros. Et je pense que ce soir-là, on fait 18, 20 000. Et on se dit, mais... Un peu déceptif, quand même. Ouais, et surtout, on se dit, mais on a tellement de stock, comment on va faire ? Putain. Et en fait, de fil en aiguille, avec tout ce qui était prêt via les mails, 200 000 passages sur le site, mais en fait, dans la pop-up, on en base sur le site, je crois, 30 000 personnes. Ah ouais. Donc en fait, ces gens-là, derrière, on les travaille et ils vont convertir au fil du temps. Plus le retargeting, tout ça. Exactement. On a eu plein de gens sur le site. Et là, pour le coup, en un mois, on fait 650 000 euros de CA, je crois. Ouais, donc vous passez un palier, quoi. Voilà. On passe un palier. On arrive à faire partir ce stock qu'on a acheté. Ouais. Donc là, forcément, tu es un peu plus serein. Tu te dis, j'ai les maillots. Donc les maillots, ils partent vite. Les gens, ils ont une bonne expérience. Ils se disent, la boîte, elle était sympa à la télé. Elle envoie vite. Bonne expérience client et tout. Donc là, franchement,
on est très content, on se dit ok, on va surfer sur la vague et ça va être cool. Et les steps d'après, c'est 2 steps de plus en fait finalement depuis. Première chose, on se rend compte qu'il faut en fait qu'on doit jouer sur le côté événement et profiter en fait des sports dans lesquels on est. Et on profite de l'Euro de foot et on fait une box Euro où du coup on met toutes les équipes qui jouent à l'Euro. On met pas que il y a des maillots anciens et des maillots nouveaux. Question de curiosité, ça intéresse ça, comment vous trouvez ces idées il faut faire une box Euro, vous faites des petits brainstorms, vous avez des... Ouais, clairement c'est des discussions à n'en plus finir, à 3, 4, où en fait c'est marrant parce que c'est la discussion de sujets, parfois juste on discute d'un match de foot ou d'un maillot qui vient de sortir. On se dit mais attends, mais là tous les maillots des sélections ils vont sortir bientôt, les équipementiers commencent à teaser, etc. Tout le monde va commencer à penser à l'Euro. Nous aussi il faut qu'on fasse un truc en fait, on va pas garder notre box classique, ne pas parler des sélections, etc. Donc forcément ça aurait pu être beaucoup plus anticipé, ça le sera beaucoup plus par la suite, mais on arrive à sortir une box Euro en édition limitée. Et on se procure 2000 maillots. Donc ça c'est quand à peu près? On la lance le 21 mai. Ok. Et l'Euro commence le 15 juin. Donc franchement on est content, on la lance quand même. Voilà. En fait je pense bon timing, les gens commencent à parler de l'Euro, on s'en rapproche un peu. Ça va être sympa d'avoir son maillot d'une sélection qui va jouer l'Euro. Et on arrive à se procurer 2000 maillots. Ce qui est cool c'est qu'on a quelques top équipes et des équipes qui ont moins l'habitude d'être à l'Euro. Moi j'ai beaucoup aimé typiquement le maillot de l'Albanie ou des choses comme ça qui étaient moins connus, qui ont fait des belles choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on refait un pic auquel on ne s'attend pas du tout. C'est qu'on tease un peu les gens en leur disant, voilà, on a une surprise. Nous, on a une tendance à beaucoup parler avec notre communauté et nos clients. Moi, ça m'arrive très souvent d'en appeler. Je trouve ça hyper important, justement, de récupérer de la data là-dessus. Et en fait, on leur parle, on sait qu'on veut faire ça, mais on leur demande quand même ce qu'eux, ils attendraient de cette année où il y a l'Euro, les Jeux Olympiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup nous répondent « Ouais, on voudrait une box Euro, etc. » Nous, on est déjà en train de la préparer, donc parfait. On tease un peu les gens. Et quand on la lance, on se dit « Ok, on a acheté 2000 maillots, on va pas faire de bêtises. On va mettre les 2000 maillots au stock sur les tailles qu'on a, lancer le truc. Et on se dit, si on vend les 2000 d'ici à la fin de l'Euro, c'est génial. On vend la box à 55 €, ça fait 110 000 € de CA. Sur une box édition limitée, etc. C'est top. On envoie une newsletter le 21 ou le 23 mai à 8h. À 15h, on a fait 83 000 € de CA. Putain. Donc en gros, je veux pas dire de bêtises, mais il faudrait faire le calcul. Je pense qu'on a vendu peut-être 1500, 1600 des 2000 maillots qu'on a en une journée. Ouais, même pas. Et là, vraiment, incroyable encore une fois. Mais déjà, il faut envoyer toutes ces commandes. Et surtout... Vous avez un prestat logistique, ça jusqu'à encore aujourd'hui où on se parle, on gère la logistique en interne. Ah ouais. Ah, putain. Donc ça va évoluer. On va en parler après, ça m'intéresse. Mais c'est un gros sujet chez nous. Mais donc, il faut envoyer toutes ces commandes-là. Ah ouais. On n'a pas l'habitude de faire 1500 commandes dans une même journée. Bah, tu m'étonnes. Et surtout, en fait, on se dit, mais attends, là, on peut... En fait, encore une fois, c'est toujours un peu l'appât du gain. On vient de lancer ça. L'engouement, il est fou en une journée. On va pas passer les 6 prochaines semaines à ne pas pouvoir vendre des maillots de l'Euro, alors qu'il y a une traction hyper forte. Il faut qu'on en trouve d'autres. Sauf que là, le temps de retrouver des maillots, de pouvoir les remettre en ligne, d'espérer que la France va aller loin, parce que ça joue quand même, faut être honnête, tant que les Bleus, peu importe le sport, ça joue. Et donc là, en fait, tu as toute une équipe qui doit envoyer les commandes vite, et puis tu as toute une équipe qui se met à chercher des maillots partout, en fait. On active les contacts qu'on a chez les équipementiers, on réactive. Eux, ils sont choqués du volume. Et donc, on la met en rupture très vite. On est même un peu gourmand. En fait, on se dit, est-ce que ça va continuer, machin ? On en laisse un petit peu plus, ça part, et on a envie d'en laisser, de se dire, on va trouver des maillots, on va pouvoir les envoyer, etc. Mais ne jamais faire ça. Quand vous avez plus de stock, faut pas... Ça, je fais des précommandes et t'annonces que tu vas envoyer beaucoup plus tard, mais tu dis pas que tu peux encore la vendre si tu l'as pas dans tes stocks. Sinon, il y a un retour de flamme. Ouais, vraiment. Et donc, c'est la course tout le mois de juin pour trouver des maillots. On en trouve, on relance. Je pense qu'en tout, on vend peut-être
honnêtement, à la toute fin de l'Euro, au 15 juillet, on a vendu, je pense, 4200 maillots de l'Euro. Ok. Donc, pareil, dans le calcul, c'est plus de 200 000 euros, quoi. Ouais. Pour une box qu'on voulait faire en édition limitée et où, honnêtement, je pense on aurait eu du stock. On en aurait eu, je vais pas dire de bêtises, mais on en aurait eu 6-8 000. Je pense qu'on les aurait vendus. Et donc, on se rend compte de la puissance, en fait, d'un événement. Ça va compter par la suite. Ok. Et en fait, ça fait que pour nous, il y a un enchaînement parfait. On a eu le Q4 qui va être mon associé, l'Euro de foot. C'est une courbe qui ne cesse de grimper. On est l'été, les gens continuent à acheter des maillots de foot, etc. Et en septembre, octobre, là, ça plonge. Okay. Mais ça plonge vraiment. Okay. Et en fait, on a tellement grandi que on s'est staffé. On a la logistique en interne. On pense qu'on va faire des volumes de commandes tous les jours pareil ou tous les mois pareil, etc. Donc en fait, il y a des ajustements à faire. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a une forte saisonnalité dans notre business. Qu'on y a échappé dans l'année 2024 via la médiatisation, le fait d'avoir créé un peu un événement autour de la boxe euro. Mais très vite, moi, je me dis, attention, 2025, il n'y aura rien. On ne va pas repasser dans qui va être mon associé. Il n'y a pas d'euro, pas de Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde des clubs. On va essayer de faire quelque chose. Mais c'est là, j'en parle là maintenant. Je pense que les 3/4 des gens, ils savent même pas ce qu'est la Coupe du Monde des clubs, comme ça va être la première version cette année. Ouais. Mais donc, très vite, je me dis, oula, en fait, on va peut-être pas être en capacité de vendre plein de maillots tout le temps. Il va falloir qu'on organise notre business avec des saisonnalités. Il y en a qui font tout leur business en fin d'année sur les cadeaux. Il y en a qui font, pour X ou Y raison, à une autre période de l'année. Et moi, je me rends compte qu'en fait, c'est la période où il recommence à faire beau et où les gens maillot de foot pour aller jouer au foot avec ses copains l'été ou quoi, ou maillot de foot parce que c'est quand même de plus en plus porté dans le quotidien. Donc il y a un peu un slot mai, juin, juillet qui est important et la période de fin d'année. Et donc ça va être le learning pour 2025 et c'est ce qu'on essaye de mettre en place là. Mais donc ça plonge un peu septembre-octobre et ensuite on a de la chance, ça repart à fond comme je disais, novembre, décembre, Q4, là on le gère comme on peut. C'est intéressant, on va creuser un peu la strat marketing après, notamment justement comment tu fais pour contrer cette saisonnalité et est-ce qu'il y a une strat fil rouge pour compenser, et si oui, comment, mais on y viendra après. Yes. En tout cas, année 2024 de folie, quoi. Incroyable, ça n'a pas arrêté dans tous les sens, c'était fou. Et franchement, des surprises incroyables. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc déjà, je trouve ça dingue à chaque fois quand vous trouvez vous arrivez à rebondir. Il y a une traction, on trouve une solution, etc. Ça doit être quand même bien prenant et bien intense au quotidien. Il y a plusieurs étapes. J'ai suivi pas mal d'aventures qui se sont passées dans votre développement. Notamment, on a parlé tout à l'heure de l'internationalisation, de l'ouverture du retail. De la distribution notamment en magasin. Comment vous intégrez ça justement dans ça, vous l'avez fait courant 2024 aussi, si je dis pas de bêtises. Comment vous intégrez ça dans la strat? Est-ce que c'est des opportunités qui se créent? C'est vous qui avez un plan d'action? C'est quoi un peu le... en fait, on est un peu gourmand, donc on a voulu tout faire en même temps. C'est bien parce que ça fait vivre des choses incroyables, mais je pense que c'est bien un truc qu'on a appris, c'est qu'il faut réussir à prioriser. Donc ça nous a permis d'aller à l'international, on a fait des belles choses, etc. Mais on a un peu voulu tout faire en même temps en 2024. Et en fait, pour remettre un peu l'historique, l'international, en fait, il y a quelqu'un qui arrive dans l'équipe en octobre 2023, donc pas très longtemps après moi, qui vient pour développer les deux marchés à l'étranger. Cette personne-là, elle parle 4 langues parfaitement. Et en fait, on devient très vite le binôme de la partie market. Moi, quand j'arrive, il n'y a personne au market. Lui, il arrive 3-4 mois après moi. On veut lancer l'international. Mais à ce moment-là, en fait, on veut lancer l'international parce que
tout ce que je viens de te raconter, on l'a pas fait. Et donc on se dit, bon, la boîte, elle va grandir un petit peu, mais il va falloir qu'on aille à l'international. Mais on se dit pas que derrière, on va faire un vrai premier Q4, du coup, finalement, qui va être mon associé, tous ces trucs-là. Donc en fait... Donc c'était en plus. C'est ça. Et donc cette personne-là, elle arrive, elle a une grosse expérience e-commerce en Allemagne, où elle a dirigé une marque, et maintenant elle vit en Espagne, donc en plus c'est parfait. Donc le temps de poser un peu les bases, de créer les marques à l'étranger avec des noms différents. C'est quoi les noms L'Espagne, c'est Una buena camiseta, la traduction littérale. Et pour les Allemands, je suis désolé si j'écorne le nom, c'est Das Beste Trikot. Okay. Mais globalement, c'est vraiment un bon maillot. La traduction littérale quasiment. Et en fait, on lance des sites, donc des Shopify différents. À l'époque, on part pas sur Market, enfin Shopify Market, parce que il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui. Ils sont très forts, donc en 1 an et demi, ils ont beaucoup fait évoluer le sujet. Mais à l'époque, il n'y a pas vraiment de... C'est même presque pas déconseillé, mais en tout cas, nous, on le sent pas. Donc en fait, on crée des Shopify différents, des marques différentes. Et en fait, on continue dans cette lignée de... actuellement, on a un Shopify Foot, enfin une marque foot, une marque rugby, une marque basket, sur des sites différents. Okay. Et on prolonge ça avec l'étranger. Donc ça fait 6 sites maintenant. Okay. Donc quand il y a un changement, il faut le faire un peu partout. C'est long et fastidieux. On est en train de changer ça. On va rassembler les sites pour faire un bon maillot, en fait, l'expérience Box Mystère et les univers de sport sur le même site. Par contre, on est plutôt dans l'optique de garder des sites différents pour l'étranger. On ne basculera pas tout de suite sur Market. Mais donc, pour revenir à ta question, on lance l'étranger. On pose un peu les bases en fin d'année. On ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires en fin d'année 2023 au Q4 de... étranger. En fait, on n'est pas trop prêt. C'est trop le début, on va dire. Mais par contre, ça nous permet en fait de vite apprendre et de comprendre les deux marchés. Sans trop m'éparpiller, on comprend assez vite que ça n'a rien à voir l'Espagne et l'Allemagne. En apparence, nous, on y va de manière un peu bête. En fait, on a le bon profil en interne qui va nous aider à le faire. Et c'est 2 pays de foot. Donc on se dit, l'attraction, c'est sûr qu'elle va être là. Et d'ailleurs, on pense plus que c'est l'Espagne qui va marcher que l'Allemagne, pour nous au début. Juste une intuition, mais qui ne vaut rien. Est-ce qu'ils vérifient ou pas du tout. Tout l'inverse. En fait, ça commence à marcher en Allemagne. Au début, on essaye en fait de reproduire ce schéma de l'organique dont je te parlais. On envoie quelques box à des gens pour faire des unboxings et tout. L'Allemagne, c'est gros en plus le foot. Ouais, ils sont très très fans de sport. On se rend pas compte. Culturellement, c'est le taux de remplissage des stades en Allemagne, c'est affolant. Ah ouais. C'est des taux de remplissage à 90-95% du stade, et même en 2e division. Que nous, le PFC ou des clubs là qui essayent de monter, malheureusement pour eux, ils ont que 20% du stade qui est rempli, quoi. Donc il y a vraiment un côté fan en Allemagne. Donc très vite, on se rend compte qu'il y a de l'attraction en Allemagne. Ça commence à prendre un petit peu. On essaye par le biais de l'organique, ça marche pas. On lance un peu des ads, ça prend. On a un panier moyen beaucoup plus élevé qu'en France. Tout de suite, on le voit, plus 15 €. On en reparlera peut-être du panier moyen. Mais... Et donc, en fait, on fait pas grand-chose finalement sur l'Allemagne parce qu'on se dit, ça commence à prendre. Donc, on met pas tout notre focus dessus. On commence à faire plein de choses en Espagne en se disant, on va faire des partenariats avec un club de D2. Avec des joueurs, enfin vraiment on tente plein de trucs et ça prend pas. Des taux de conversion vraiment catastrophiques. Par contre, on a les mêmes KPI que sur le business manager français. Donc on a des CPM ultra faibles, des CPC ultra faibles, mais quand les gens ils arrivent sur le site, ça convertit quasiment jamais. Et en fait, ça on s'en rend compte beaucoup plus tard. La petite anecdote, elle est très rapide. C'est Hugo, du coup, qui est la personne qui gère l'étranger. Il organise un tournage avec des Espagnols pour faire des unboxings en vidéo, etc. Et en fait, les Espagnols, ils viennent, ils sont super motivés, ils font le tournage, et à la fin du tournage, ils lui posent la question en lui disant mais comment vous faites pour que vos maillots, ils aient l'air aussi vrais? Et là, il les regarde en se disant mais c'est des vrais. Mais c'est pas possible parce qu'à ce prix-là, c'est forcément des faux. Et en fait, tous les Espagnols, c'est un peu bête de notre part, mais comme il y a beaucoup de boutiques en Espagne,
tu te balades à Barcelone ou n'importe où, qui vendent des faux maillots à une trentaine d'euros. Nous, à 45-47 euros, on est associé à ça en fait. On est trop proche de ce prix-là, on est trop loin du prix boutique. Donc en fait, les gens, ils se disent le concept il est trop stylé, mais ils arrivent sur le site, ils se disent c'est chelou, il n'y a pas encore beaucoup d'avis. Même s'il y a des partenariats, bon, à part si tu fais un partenariat avec le Real Madrid, mais on n'en est pas là, c'est difficile. Ils pensent que c'est des faux maillots. Ils pensent que c'est des faux maillots. Ok. Donc là, on est en train de pivoter, on va essayer peut-être de tester autre chose, de monter nos prix aussi, il faut que ça puisse paraître, même si le pouvoir d'achat est plus bas. Mais en fait, il faut qu'on soit perçu comme des vrais maillots. Ouais, des vrais maillots. Ok. Et ce truc-là, par exemple, en France, qui va être mon associé, nous a fait sauter ce problème-là. Ouais. C'est-à-dire que mes ads de 2023, 70%, c'est on vend des vrais maillots neufs, étiquetés, authentiques, etc. À partir de qui va être mon associé, cette objection, elle n'existe plus. Ouais. J'ai plus jamais besoin de repasser là-dessus. Mais en Espagne, c'est pas le cas. Et les Allemands, ils nous font confiance. Donc voilà, donc on lance ça. On lance ces deux pays. En Allemagne, ça prend hyper bien la box euro. On la lance aussi là-bas. Ouais. Donc ça participe au succès global. C'est là qu'on sent qu'il y a vraiment une traction folle en Allemagne. Et donc, on a continué à mener ça. On va tester un peu des choses en Espagne, mais maintenant, on a compris qu'il fallait prioriser. Donc, il y a une vraie traction en Allemagne. On fait quand même 600 000 euros de CA l'année dernière pour une première année en Allemagne, ce qui est cool. Et donc, on va aller travailler l'Allemagne. C'est un des gros objectifs de 2025. Okay. Et en parallèle, du coup, pour revenir, j'allais dire, à ta question de base avec juste le B2B, ça se fait un peu différemment, on va dire, de l'étranger. C'est plus tard, donc c'est après, pour le coup, le passage dans qui va être mon associé, la box euro. Je crois que ça doit être milieu d'année 2024. Okay. C'est un directeur de magasin à Nancy. Les fondateurs, Tim et Louis, ils viennent de l'Est de la France, vers Épinal. Et maintenant, on a des bureaux à Nancy. Et en fait, c'est le directeur du magasin de Decathlon Nancy qui les contacte en leur disant « J'adore votre concept, etc. Est-ce que c'est possible de vous en acheter ?» Nous, à l'époque, on est un peu persuadés qu'un Decathlon ou autre, ça fonctionne une centrale d'achat ou des choses comme ça. En fait, en réalité, non. Enfin, ça existe. Et si tu passes par le cœur, on va dire, de Decathlon, bah, tu peux te retrouver dans tous les magasins très vite, si tu y arrives. Mais en fait, les magasins en eux-mêmes, ils peuvent acheter et référencer un produit. Donc, en fait, on lui vend quelques box. Et c'est vraiment du test. On en vend, je ne vais pas dire de bêtises, mais une vingtaine, quoi. Et je crois que 5 ou 7 jours après, il dit j'ai plus rien, on peut en réavoir et tout. Et donc là, on se dit ok, là, il y a un vrai truc qui peut se passer. C'est vraiment des doigts de fée, quoi. Dès que tu touches un truc, c'est génial. Toi, de nulle part, ce truc-là, franchement, on l'a même pas provoqué. Honnêtement, faut être honnête, on n'y a même pas. C'est pas qu'on n'y a pas pensé. On s'est dit un jour, si on peut être vendu à d'autres endroits, c'est génial. Mais là, ça vient à nous. Vous avez saisi l'opportunité. Voilà. Okay. Et en fait, pour le coup, quand ils nous demandent d'acheter des box, on est hyper réactif. 5 jours après, on a créé des PLV qu'on met dans les magasins. On a trouvé une solution pour pouvoir verrouiller les boîtes. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les boîtes elles puissent être ouvertes dans le magasin. Sinon, tu perds le concept, bien sûr. Donc, avec des araignées dessus. Et donc, ok, on a un peu de réussite, c'est vrai. Mais on est hyper réactif pour être dans les magasins et visible, etc. quoi. Donc, vous arrivez à transformer... Enfin, l'exécution, elle suit, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce schéma-là, il se répète dans d'autres magasins. De fil en aiguille. Et du coup, aujourd'hui, on est dans, je ne vais pas dire de bêtises, une quarantaine de Decathlon, je pense. Okay. Et en fait, cette arrivée chez Decathlon nous amène à, pour le coup, recruter en interne parce qu'on sent tout de suite qu'il y a une possibilité sur le B2B, que ça peut être très fort parce qu'on est chez 40 Decathlon, il y en a 315 en France. Mais c'est sans citer les Intersport, Sport 2000, et puis en fait plein d'autres. GoSport. Exactement. Et donc, il y a une mini-équipe B2B qui se crée fin d'été. Et très vite, il y a Decathlon. Et en fait, il y a un sujet d'arriver dans les grandes surfaces. Donc, Leclerc, Intermarché, etc. Mais pour arriver chez eux, on doit une nouvelle fois ruser. Et on ne peut pas mettre les boîtes directement avec les maillots dedans. Les équipementiers ne sont pas trop pour que les maillots et leurs marques soient présentes directement dans un carrefour. Bah, du coup, on est un peu malin. En fait, on crée notre équivalent, on va dire, de Wonderbox. Donc, on prend un coffret, on fait un truc sympa, on explique le concept dedans. Et en fait, les gens l'achètent, passent à la caisse. Et la grand-mère qui n'avait pas d'idée de cadeau pour Noël,
hop, elle paye à la caisse, elle arrive, elle offre ça, et l'enfant, il ira sur le site, il tapera son code qui est à la fin du coffret, et il se fait livrer chez lui. En plus, vous pouvez traquer du coup. On récupère de la data, Génial. des nouveaux clients, et donc ça, c'est top. Honnêtement, ça se lance tellement vite. Ils ont été super forts, les équipes, pour lancer ça. Mais même en étant super forts, c'est trop rapide par rapport à en fait, Noël. Ça va trop vite, même si on arrive à sortir ça de terre. On n'est pas dans 500 magasins, donc en fait, on est dans quelques magasins. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe, d'apprendre. Mais on ne fait pas vraiment de gros chiffres d'affaires ou quoi dans ces grandes surfaces-là. Donc, c'est bien, ça ouvre la porte et on verra par la suite comment on arrive à mener ce sujet-là. Mais donc aujourd'hui, on est surtout dans un premier temps sur un focus des Decathlon, Intersport, etc. Parce que finalement, le concept de coffret mystère Wonderbox, il marche très bien en période de Noël pour faire un cadeau, alors que être présent dans les Decathlon ou les Intersport ou autres, ça marche en toute période de l'année. Ouais. Donc là, c'est le gros focus de l'année, de grandir et d'être en capacité du coup d'aller approvisionner ces magasins, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. J'ai n'importe quoi, mais si demain Sport 2000 nous disent oui, et que je ne saurais même pas dire combien ils ont de magasins actuellement, mais même en plusieurs centaines, en fait on ne peut pas leur livrer 50 box toutes les 6 semaines. C'est des volumes, après ça devient immense. C'est industriel quoi. Ouais, voilà. Okay. Et donc il y a un gros sujet logistique, mais par contre il y a un potentiel qui est dingue, parce que là on parle de centaines, à terme milliers de magasins. Faut faire des calculs assez bêtes, mais si on vend une box par jour dans chaque magasin de sport en France, après c'est du ratio aux dizaines de millions de chiffres d'affaires par an, quoi. Ouais. Et pas en faisant rien, attention, parce qu'il y a toute une logistique, mais ça n'a rien à voir comparé à aller chercher des nouveaux clients en ligne, en pur e-commerce. Online, ok. C'est presque vertigineux de voir toutes ces opportunités que vous avez et qui sont encore, j'ai envie de dire, inexploitées, enfin pas inexploitées, mais qui sont où il y a un terrain de jeu énorme, quoi. Ouais. C'est quoi toi ton apprentissage sur ces quasi 2 ans là qui sont écoulés, où en fait vous avez lancé pas mal de projets, il y a des trucs qui ont explosé, d'autres qui ont beaucoup qui ont marché, c'est un flop, hein, faut le dire. L'Espagne qui a beaucoup marché. C'est quoi un peu, qu'est-ce que tu en retires, et c'est quoi un peu à ton sens les éléments qui font que ça marche, qu'est-ce que si c'était à refaire, tu vois, qu'est-ce que tu ferais pour Honnêtement, là j'ai encore qu'un tout petit peu de recul, mais je sais pas si je changerais beaucoup de choses. Okay. Mais par contre, la vraie leçon, c'est de prioriser. Ça paraît bête, mais en fait, à vouloir être sur tous les tableaux, tous les sujets, etc., on n'a pas fini par être nulle part, mais je pense qu'on s'est loupé sur certaines choses. Et surtout en mettant 10% de notre temps sur 10 tâches différentes, il y a des endroits où on a été forcément moins bon que si on avait mis 50% de notre temps sur une grosse tâche à un moment donné. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est de réussir à prioriser, de bien analyser nos résultats, nos chiffres, qu'est-ce qui fonctionne pas, où est-ce qu'il y a une traction. Et une fois qu'on a ça, de se dire, ok, bah là, il y a quelque chose à aller chercher, on met notre focus dessus pendant quelques semaines, quelques mois, on pousse la chose et ensuite on passera au sujet suivant, et ne pas vouloir traiter 4 sujets en même temps, c'est rarement, enfin, à part si tu as une énorme équipe, mais sinon c'est très difficile, quoi. Et encore. Ouais, et encore. Il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup qui m'avait dit ça une fois, il y a quelques années, et il prend l'exemple des bûcherons. Et il dit, je ne sais pas si tu connais cet exemple, mais il dit qu'en fait, si tu as 10 bûcherons sur 10 arbres différents, et que tu mets chaque bûcheron sur un arbre, bah en fait, ils vont mettre énormément de temps à faire tomber tous les arbres. Mais si tu mets les 10 sur un arbre, puis sur l'autre, bah en fait, les arbres ils vont tomber beaucoup plus rapidement. Tu vois. Bah, 100%, c'est totalement ça l'image. Mais donc focus. Et c'est quoi les plus grosses galères que vous avez vécues dans ce... Globalement, ou la plus grosse galère, c'est toujours la même, on va dire, depuis 18 mois. C'est la gestion des approvisionnements au sens large. Ouais. Et ce que ça inclut, en fait, c'est assez simple. On vend beaucoup de maillots, c'est génial. Mais donc, parfois, on manque de stock. Donc, on abîme notre expérience client, ce qui est
terrible, faut être honnête. Après, quand les gens sont pas contents, en fait, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Donc, si ton expérience elle est géniale, que tu as bien aimé le concept d'unboxing. C'est fait boule de neige. Exactement. Donc, ça a vraiment un mauvais impact. Et puis, ça a des impacts sur plein de choses, parce que ça rajoute des tickets à l'équipe SAV. Nous, dans les commentaires des ads, c'est moins positif que ce que ça peut être à d'autres périodes. On se rend pas compte, mais en fait, si ton expérience client elle est nickel, déjà, tu as gagné tellement de choses qui sont pas tangibles et où les gens, je pense, réalisent pas. Mais en fait, tu gagnes énormément de points juste en faisant ça. Et nous, globalement, ouais, c'est le manque de maillots. Mais sans vouloir nous trouver des excuses, c'est que on a grandi super vite. Ouais. On s'y attendait pas vraiment. Et en fait, il faut être honnête, quand tu es une petite entreprise, tu grandis très vite, il y a un truc très simple qui s'appelle le besoin en fonds de roulement, et t'as pas 3 millions en banque pour acheter des maillots illimités à mettre en stock. Vous êtes autofinancé aujourd'hui ? Ouais, 100%. 100%. Putain. Et mais donc quand t'es autofinancé et que tu gères la logistique tout seul, dans un entrepôt à Épinal, etc. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de faire évoluer ces deux sujets-là et de voir comment on peut être accompagné sur la logistique. C'est vraiment le sujet du moment. Et de manière générale, justement, d'avoir des fonds pour pouvoir faire du stock, quoi, globalement. Ouais. Mais c'est le sujet majeur parce que t'essayes de faire de ton mieux, d'anticiper, de planifier, etc. Mais en fait, quand la croissance n'arrête pas, et encore plus avec l'année 2024, globalement, on a grandi trop vite, presque. Et donc, il fallait faire des ajustements. Et c'était vraiment ça la difficulté. Là, je pense qu'on a bien appris. Ouais. Et que, en fait, c'est simple. Si à ta deuxième année, tu grandis extrêmement vite, à N-1, ça avait aucun rapport. Donc, tu peux difficilement te baser sur tes chiffres de N-1. Là, maintenant qu'on a 3 ans d'existence, on n'a pas encore 15 ans de recul, etc. Mais au moins, on peut un peu plus jauger dans nos achats. Ouais. Et surtout, la difficulté, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais les équipementiers, pour une grosse partie, il y a un slot dans l'année où on peut leur acheter des maillots. Ah ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu planifies tout. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir faire des avances, etc. Mais sans détailler peut-être énormément, un exemple tout bête, mais des équipementiers comme Puma et autres, ils nous présentent la collection en octobre. Donc, on va prendre l'exemple de cette année. En octobre 2024, ils nous présentent les maillots qu'eux, ils vont sortir pour 2025-2026. Et ils nous disent, voilà, vous avez 3 semaines pour commander pas ce que vous voulez, mais pour passer votre commande pour la saison prochaine. Mais on est en octobre 2024. Et ils vont te livrer en septembre 2025. Et toi, tu dois déjà avoir planifié. Ils vont te demander de l'avance pour produire. Donc, en fait, au-delà du fait qu'on a très fortement grandi et tout, on est aussi dans un secteur où c'est compliqué, en fait, en termes d'organisation. C'est pas agile, quoi. C'est pas agile, c'est totalement ça. Et surtout qu'en plus, vous, votre trajectoire, elle évolue. Comme tu dis, il y a des moments où vous avez anticipé de faire un chiffre, vous avez fait 6 fois plus. Il y a eu donc tout ton forecast de octobre 2024, potentiellement, c'est plus du tout la réalité de septembre 2025. 100%. Ouais, okay. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Okay. C'est intéressant, il y a plein de notions sur lesquelles tu reviens. L'hypercroissance, typiquement, qui, sur le papier, est quelque chose de... Alors, c'est j'ai envie de dire des problèmes de riches, mais en réalité, dans les coulisses, ça peut être casse-gueule, parce que, comme tu dis, il suffit que tu te retrouves en rupture, tu as des mauvais avis clients, mauvaises expériences, donc in fine, il y en a pas mal qui se brûlent les ailes là-dessus. Donc ça, je pense, totalement. Sujet sous-coté, notamment dans les startups qui grandissent très très vite. Et parfois, faut pas aller chercher l'hyper-croissance. Nous, pour le coup, tu me disais tout à l'heure, est-ce que je changerais des choses ? L'année, elle était tellement géniale que j'ai pas envie de changer des choses, mais sur le papier, est-ce qu'il aurait pas fallu jouer un peu plus tranquille par moment ? Je pense que si, pour s'éviter d'avoir à trop gérer des problèmes après, parce que c'est génial de voir un dashboard Shopify s'envoler et réussir une OP, etc. Mais si tu as un jour de joie extrême et 30 jours de galère, ça s'équilibre pas trop. L'équation, elle est pas. C'est moins cool. Donc, faut quand même... L'hypercroissance, c'est génial, mais la croissance
une forte croissance saine, c'est mieux, on va dire. Même si c'est facile à dire. Mais... Puis surtout, je pense que c'est pas évident. Alors, nous, notre échelle, c'est différent parce qu'on n'a pas des produits physiques, donc il n'y a pas ces logiques de stock. Mais si on fait le parallèle, c'est en fait, nous, c'est des ressources humaines. Et donc, on a un temps de latence entre le moment où on a un besoin, on recrute, et les personnes est opérationnel. Et toujours jauger pour éviter qu'il y ait de la casse, tu vois, c'est pas évident. Et surtout que vous grandissez très vite. Donc, la planification, elle peut changer d'un mois sur l'autre. Et donc, tu as toujours, je trouve, ce couple risque-opportunité où tu dis, est-ce que je commande plus au risque que je fasse pas assez ? Est-ce que je commande moins, mais dans ce cas-là, potentiellement, je suis en rupture. Donc, c'est exactement ça. J'imagine pas évident, mais en tout cas, très, très intéressant. Ce que je te propose, Séverin, c'est de peut-être passer sur la partie market. Moi, ça m'intéresse de creuser un petit peu ce volet-là. Comme tu le sais, les personnes qui écoutent ce podcast sont généralement intéressées par le e-commerce, mais aussi par la partie market. Quand je dis market, c'est pas que ads, même si non, bien sûr. moi je parle beaucoup de ces sujets-là. Et donc je te propose, pour commencer, peut-être de dresser un petit portrait déjà de ce qu'est aujourd'hui un bon maillot en termes de chiffres. Si tu peux me donner typiquement chiffre d'affaires, ça m'intéresse après de creuser un peu la répartition, ce genre de choses, mais commencer déjà par le chiffre d'affaires. On est hyper transparent, enfin honnête avec les chiffres qu'on partage. On a fait en tout, on a fait 9 millions de chiffre d'affaires en 2024. La répartition globalement, c'est 70% le foot français, 10-15% le rugby. Et ensuite, les étrangers et le basket se partagent les 15% restants, si je dis pas de bêtises. Ou les 15, je veux pas dire... Oui, c'est ça. Les 15-20%. Je sais pas si... Je peux pas être loin des 100% à la fin, quoi. Et en on-off, entre le online, est-ce que vous faites en physique ? L'année dernière, on fait... je vais pas dire de bêtises, mais on fait 8,7 ou 8,8 en ligne et le reste en physique. Mais je pense que... Peut-être pas dès 2000 et encore, mais peut-être pas dès 2025. Mais si je suis très honnête, probablement que dès 2026, la balance, elle se sera inversée. Et ça voudra dire qu'on fera probablement plus de 10 millions en physique. Enfin, je nous le souhaite, mais en fait, c'est plus qu'exponentiel. C'est-à-dire que si on arrive à un endroit, c'est du jour au lendemain, c'est de 0 à... Ça peut être 0 à 1 million juste avec, je sais pas, tous les décathlons, ou 0 à 5 millions avec tous les décathlons. Donc ça peut aller très très vite pour le retail, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes quasiment un pure player, mais demain, potentiellement, ça peut être plus B2B, quoi. Je pense qu'à terme, la suite de l'histoire de la boîte, c'est le e-commerce, ça sera toujours un peu une forme d'avoir une image de marque, un branding un peu sympa, de pouvoir être accessible en ligne. Mais à terme, une grande chance que 80% de notre CA se fasse en B2B. La puissance de frappe, surtout, elle est monstrueuse, quoi. C'est ça. Il y a un sujet dont on parlera un peu tout à l'heure, un peu plus en détail aussi, si on a le temps, mais c'est... donc je sais que vous avez lancé des abonnements. Rapidement, le split entre one-shot et abonnement, c'est quoi à peu près ? Les abonnements, ça représente, lissé sur l'année, ça représente 20-25% de notre CA. Ok. Tout de même. Il y a 15% des gens qui achètent sur le site qui s'abonnent. Ok. Et abonnement, c'est tous les mois, c'est ça ? C'est tous les mois, ouais. Les gens, ils reçoivent une box, c'est sans engagement. Ils reçoivent une box par mois. Et donc, ils ont une réduction de 10% sur chaque box. On creusera dessus parce que ça... De ce que je comprends, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais... c'est hyper complexe. Pour le coup, c'est un des gros sujets. Tout à l'heure, tu m'as posé la question sur qu'est-ce que j'avais mis en place tout de suite quand je suis arrivé. Il y a le CRM, les ads, etc. Mais une des premières choses que j'ai faites, c'est l'abonnement. Parce que en fait, le fait de collectionner des maillots, etc., c'est quelque chose qui est très... Alors, j'allais dire très commun, non, mais il y a beaucoup de gens quand même qui apprécient le fait de collectionner des maillots. Surtout que là, l'objectif, c'est qu'il y ait un peu une diversité entre des top clubs, des clubs plus... exotiques ou moins connus, etc. Et donc, quand moi j'arrive, il y a une petite page en fond de site où c'est possible de s'abonner, mais c'est presque caché derrière les CGV, quoi. Faut le trouver, quoi. Et il y a quelques abonnés, et en fait, très vite, l'objectif, c'est de le mettre sur la page produit, de le rendre visible, de faire évoluer l'offre, de la rendre plus claire, etc.
Et ça a été tout un boulot depuis 18-20 mois au quotidien. Et ça vous, du coup, gros impact sur la LTV, j'imagine. Ouais. C'est quoi la durée moyenne, vous savez ou... Entre 6 et 7 mois. Ok, quand même. Ouais. Et panier moyen au global Ouais, au global. 60 € à peu près. Ok. Ouais. Et ça, c'est tous les marchés ou c'est... Non, pour le coup, c'est un peu différencié. 60 €, c'est sur le foot français. Comme je disais tout à l'heure, l'Allemagne, c'est 15 € de plus, donc c'est 75 €. Le rugby, c'est assez similaire au foot. Et c'est le basket où forcément, comme on vend des maillots NBA plus chers, c'est forcément tout de suite le panier moyen, il est plus autour des 75 €. Et je sais pas si tu communiques dessus, mais ça m'intéresse notamment parce que ça permet un peu de voir ce qui se fait sur le marché e-com et notamment sur des marchés un peu niche de taux de conversion. Forcément, il a bougé depuis là quand tu grandis énormément, mais en moyenne, on est autour de 2,5%. Ok. Et j'imagine qu'il y a des pics pendant les périodes. C'est ça. Ouais. Forcément, j'ai déjà vu sur le rugby notamment où vraiment la fin de l'année dernière a été complètement folle, ce qui était très cool. On a déjà fait des journées à, je vais pas dire de bêtises, mais je crois genre 8 ou 9% de peut-être conversion. Ça m'étonne pas, mais c'est beau. Ouais. Ok. Et du coup, hors abonnement, vous avez du repeat ou c'est principalement... Non, il y a beaucoup de gens qui rachètent sans s'abonner. Ouais. Ok. Et on a des clients, il y en a qui me font beaucoup rire, il y en a quelques-uns que j'ai au téléphone, mais je crois que notre client, je veux pas dire de bêtises, mais il y a plusieurs clients qui ont déjà plus de 20 commandes et qui se sont peut-être abonnés au bout d'un moment, mais au démarrage qui achetaient tout le temps, quoi. Je pense que je serais ce type de client. Genre, je passe jamais. Et j'adore ce type de client parce que du coup, il te rapporte plus d'argent. Ouais. Exactement. Mais c'est psychologiquement de te dire je m'abonne, je m'engage, du coup, tu vois. Alors qu'il n'y a pas d'engagement. Maintenant, il n'y a pas d'engagement. Ouais. Ben, bref, je comprends la logique. Ok. Vous êtes sur Shopify Klaviyo. Ouais, les classiques, Shopify Plus, Klaviyo. Après, beaucoup d'outils, j'allais dire classiques, mais globalement, Shopify, Klaviyo. WhatsApp, on est sur Simio. Ok. On utilise pas mal WhatsApp. Je pense que c'est un gros levier où il y a beaucoup de possibilités. Ouais. On s'y est mis tôt, mais là, on est en train de vraiment passer un cap. En SAV uniquement ou avec des flows CRM post-achat, avec des campagnes, avec beaucoup de choses liées aussi à l'abonnement. Pour prévenir de l'arrivée de ta commande. Des trucs en apparence un peu bêtes, mais qui peuvent améliorer quand même pas mal ton expérience client. Okay. S'il y a un problème de paiement sur les cartes, sur l'abonnement, etc., quand tu envoies un mail, tu as une chance sur deux que la personne elle le lise pas ou quoi. Alors que les taux d'ouverture WhatsApp sont énormes. C'est hyper élevé. Et même dans les flows un peu classiques qu'on a par mail, si tu ruses un peu en faisant des trucs un peu plus atypiques avec des vocaux par exemple, où je fais parler un des fondateurs dedans, il y a des choses qui marchent bien. C'est pas mal. Et donc non, stack classique d'outils, on va dire, tout ça. On est sur Recharge pour les abonnements. Okay. On est chez Loyoli depuis quelques mois pour la fidélité. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on l'exploite pas assez puisque j'y ai pas encore passé assez de temps. Mais ça a quand même déjà bien fonctionné sur les quelques mois. Et voilà. Et faudrait que je les reçoive peut-être ici sur les podcasts. Ouais. J'avais eu Wax qui était venu sur la partie WhatsApp également. Ok. On avait fait un épisode dédié sur les strats. Ok, trop cool. WhatsApp, mais c'est vrai que sur la partie feed, j'ai pas encore eu de personne. Bah ouais, c'est Joseph, du coup, un des cofondateurs de Loyoli. Très sympa et s'il nous écoute, et le produit le salue. Est cool. Ouais. Ok, moi ça m'intéresse de creuser un peu la partie mix d'acquisition. Il y a une particularité que vous avez, et la dernière fois que je t'ai posé la question, je t'ai demandé en gros qu'est-ce qui drive tes ventes en acquisition, et ta réponse avait été assez intéressante. C'était en fait il n'y a pas un outlier particulier qui gère, comme beaucoup de marques, 70% de l'acquisition, mais vous avez un mix qui est assez diversifié et qui est plutôt équilibré. Ça m'intéresse parce que surtout qu'en plus ça s'est fait très rapidement, entre quand tu es arrivé c'était quasiment de l'organique, en tout cas les balbutiements des ads. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux qui sont activés. Si tu peux nous donner un peu les canaux principaux, la répartition dans les grandes lignes. Il y a quand même beaucoup les ads forcément avec les classiques, enfin avec Meta et TikTok. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de choses parce que on a pas mal développé le côté influence, création de contenu avec les créateurs.
en essayant de mettre en place, et on le fait évoluer aujourd'hui, mais tout un format d'affiliation avec eux, pour qu'en fait ils reçoivent un certain nombre de box par mois, qu'ils nous mettent en avant, qu'eux ils fassent des nouveaux concepts d'unboxing, et parfois aussi nous récupèrent les vidéos, comme ça on peut les réutiliser dans des ads. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Donc ouais, il y a l'influence, les ads. C'est toi qui gérais la partie influence Ouais. Ok. Ouais. Je chapeaute un peu tous les sujets. On a pas mal d'organique parce que mine de rien, on a quand même beaucoup de clients qui continuent aussi à faire des unboxings, à en parler, etc. Donc ça fait moins de vues, mais ça quand même permet d'avoir tout le temps des contenus qui sont sur les réseaux. On a aussi eu la chance depuis 2 ans de faire beaucoup. Il y a eu qui veut être mon associé, mais Timothée et Louis, ils ont été dans, je pense, globalement tous les médias, presse, radio et télé, qui ont de près ou de loin une attache au sport et notamment au foot. Quand tu passes dans l'after-foot sur RMC, qui est écouté, je crois, par des centaines de milliers, voire millions presque, chaque soir, et qu'ils sont passés, ça c'était avant que j'arrive, c'était juste avant la Coupe du Monde 2022. Pareil, en fait, ça te fait un pic direct de connaissances, c'est des publics de passionnés, et donc en fait, il y a une bonne répartition entre les différents réseaux sociaux, enfin canaux dans lesquels on peut faire de la pub, quoi, un peu l'influence, l'organique, la création de contenu, et après ce côté télé où en fait souvent la presse a eu aussi envie d'expliquer le concept, de le faire découvrir. On a été dans l'équipe, on a été dans franchement globalement tous les journaux, radios et émissions connues, on va dire. On a eu au moins un petit passage dedans qui a donné de la crédibilité, qui nous a permis d'être plus connus. Et donc ouais, aujourd'hui ce mix là fait que il n'y a pas 70% qui vient de méta. Et si tu devais donner un peu des chiffres, je sais pas si tu communiques dessus, mais en fait, en pourcentage. Moi j'essaie c'est un truc super dur à traquer, quasi impossible, on va dire. C'était ma prochaine question. Mais moi il y a un truc que j'aime bien, c'est le formulaire post-achat. C'est du déclaratif, donc je pars du principe que les gens sont normalement plutôt honnêtes, ils n'ont pas trop de raison de mettre un truc qui n'est pas cohérent. Même si je pense qu'entre les plateformes, donc entre du TikTok, Insta, Snap par exemple, les gens peuvent un peu se mélanger, ils savent pas forcément où est-ce qu'ils ont vu la vidéo, mais je dirais que Facebook, Insta, ça représente quand même, faut être honnête, au moins 40%. Mais ensuite, voilà, il y a peut-être 10-15 chez TikTok, 10 chez Snap, 15 pour la télé, 10 voire 20 pour l'influence. Et en fait, tout ça mis bout à bout, là j'ai dit ça comme ça, mais je sais pas si ça fait 100 précisément, mais j'ai pas fait le compte, mais, mais normalement on doit pas être loin. Et voilà, donc ça permet quand même d'être un peu réparti entre les différents canaux. Intéressant. Et du coup, donc Post-Purchase Survey, c'est ton outil numéro 1 pour traquer, ou tu as d'autres... Non, après on utilise des outils. Dans notre stack d'outils, on est sur Triple Whale. Et c'est comme là où j'ai tous mes dashboards, etc. et où j'ai un peu construit mon suivi. Pour ceux qui connaissent pas, Triple Whale, c'est un outil d'attribution cross-platform sur lequel tu peux plugger tes... Enfin, toi, tu connais, donc que je t'explique comme si tu connaissais pas, mais avec les différentes régies publicitaires, les dashboards Shopify, tu peux construire un peu tes métriques, typiquement ton ROAS général, ton coût d'acquisition, ce genre de choses. Totalement. Entre autres, quoi. Et donc, globalement, j'essaye de suivre là-dessus. Mais après, moi, le marketing, je le drive pas aux plateformes, pas aux résultats des plateformes ou quoi. J'ai des objectifs de COS ou de MER. Chacun l'utilise un peu comme il veut, mais et donc je dépense en fonction de ça. Donc peu importe évidemment, je vais regarder les KPI de la plateforme pour avoir est-ce que ma créa elle va performer, etc. Mais les ROAS, etc. C'est pas que je m'y attache pas trop, mais j'essaye de pas m'attarder là-dessus parce que ça peut tellement être variable avec des détails, etc. que je sais combien je peux dépenser en rapport au CA que je génère. Donc, tant que tu es dans le vert, voilà, exactement. Bon, si tout le monde pouvait raisonner comme ça, on gagnerait beaucoup de temps. Mais, ok. Sur la partie paid, c'est quoi les canaux donc tu disais en ads,
Donc social, vous faites du Google aussi? On fait un peu de Google. En fait, on en a fait beaucoup plus par le passé. On s'est rendu compte, en toute humilité, en fait, on a eu de la chance avec qui va être mon associé, c'est qu'on avait beaucoup de petits concurrents, mais pas un gros. Et donc, quand on est passé dans qui va être mon associé, on est très vite devenu la seule marque, on va dire, Box Mystère associée, Box Mystère de référence, quoi. Et donc, on a moins eu besoin d'aller enchérir sur les mots-clés déjà de notre marque en soi et de maillot mystère. Parce qu'en fait, naturellement, les gens, ils voulaient aller sur unbonmaillot.com. Et ils sont toujours en place, les concurrents? Plus trop, je crois. Ok. Il y en a quand même pas mal qui ont arrêté. En tout cas, en France, plus beaucoup. Ok. Mais donc, par rapport à Google, on a un peu baissé les budgets par rapport à ce qu'on dépensait avant et on a mis beaucoup plus de focus sur Meta. C'est quand même la très grosse majorité de nos dépenses, c'est sur Meta, 70%. C'est quoi les budgets après que vous dépensez là? Par mois, Ouais, toute plateforme confondue. toutes plateformes confondues. Bah, en gros, on dépense l'année dernière, je vais pas dire de bêtises, mais l'année dernière, on a peut-être dépensé un peu moins de entre 1,2 et 1,5 million d'euros quoi, sur l'année. Ok. Ce qui fait un peu plus entre 100 et 100 000 par mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il y a des mois où on dépense beaucoup plus et d'autres Ouais, moins. c'est Donc c'est- voilà, c'est- ça c'est- c'est dépend. l'année, quoi. Ok. En 2 mots, c'est quoi votre strat ads, si on focus sur le cœur qui est méta, puis social par ricochet, j'imagine, avec TikTok, Snap, etc. Ouais, ouais. C'est assez simple, comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai un peu, toujours aujourd'hui, un peu carte blanche sur les contenus, moi en fait je suis très preneur de tout tester. Alors je veux pas non plus perdre du temps à tester n'importe quoi, mais quand je travaille avec des créatifs stratégistes ou des graphistes ou autres, que ce soit avec des agences, n'importe quel type de presta, souvent ils ont un peu peur, parfois pas peur de proposer des idées, mais ils se disent ok, il va pas aimer ça ou quoi. En fait, moi je suis très ouvert à tout tester. On a du budget, on peut regarder si ça fonctionne. Et comme j'ai été tellement surpris par le passé de créa que j'aurais jamais pensé qu'elle nous ferait gagner autant d'argent, que j'ai arrêté de réfléchir comme ça. Et donc globalement, notre strat, c'est diversité, on va dire, de contenu, tester toujours des nouveaux contenus, itérer beaucoup quand on voit qu'il y a un contenu qui fonctionne, et efficacité en fait, tout simplement parce que ce que je te disais par rapport au fait qu'il y a certains contenus où j'aurais jamais pensé qu'ils allaient fonctionner aussi bien, il y en a un très simple. Aujourd'hui, le contenu qui nous a rapporté le plus d'argent, c'est un post-it. Une box, un post-it. Et quand moi, on s'est dit, on va tester ça, dans ma tête, j'étais en mode, c'est horrible, c'est super moche, ça rend rien. On a fait ça dans un bureau, il n'y avait pas de fond et tout. Je me suis dit, non, mais on peut pas poster ça, etc. J'avais la vision il y a 1 an et demi de me dire, je veux des trucs super léchés, super beaux, etc. On l'a mis en ligne, ça fait des ventes dans tous les sens. Et là, j'ai arrêté de réfléchir comme ça. Et ça m'arrive encore souvent, parfois, de lancer des créas et de me rendre compte qu'en fait, c'est pas les plus belles qui performent forcément. Et en fait, il faut accepter ça. Alors après, je comprends les marques qui... Tu me permettras de faire un petit short de juste ce passage. Ouais. C'est pas les plus belles créées. Non, clairement. Faut accepter. Je comprends ceux qui ont une image de marque et qui veulent que ça soit très léché. Mais parfois, il faut accepter de... pas déroger à la règle, mais Tordre un peu le truc. Bien sûr. Parce que si c'est ça qui te permet d'aller chercher de la croissance et de toucher des personnes que tu touches pas en général, c'est quand même vachement dommage de s'en priver, quoi. Ouais. Donc gros focus sur le testing et créa. Ouais, c'est ça, testing, créa, Ok. beaucoup. Ouais. Ok. C'est quoi ton... Donc ça c'est la partie paid. Toi ton focus principal, ce sur quoi tu passes le plus de temps en tant que CMO au quotidien et ce qui occupe le plus ton esprit? La créa, c'est quand même l'élément principal. Paid uniquement ou aussi en organique par J'essaie d'aider extension, les équipes sur la partie organique. Il y a quelqu'un qui gère la partie communication chez nous et donc qui travaille avec des personnes qui sont sur les différentes marques. Donc j'essaye un peu d'amener mes conseils, mais je ne veux pas non plus interférer dans ce travail-là. Donc c'est plus, j'amène des idées, mais je rentre pas non plus trop là-dedans. Ouais. Donc c'est beaucoup sur la partie des ads. Mais comme c'est le nerf de la guerre, en fait, c'est important de se focus dessus. Ouais. Et après, la majeure partie de mon temps, c'est quand même beaucoup de... En fait, il faut que tous les prestats avec qui on travaille et toutes les personnes dans l'entreprise avec qui moi je travaille se coordonnent pour que ça fonctionne correctement. Et comme je gère l'influence, les 6 sites,
les ads, le CRM, et parfois des OP extérieurs. On a fait des OP sympas avec Domino's, Canal+, etc. Bah en fait, globalement, il faut que j'arrive à donner les bonnes directives pour que ensuite derrière ça déroule, que moi je suive un peu de loin, mais j'ai toujours des mains dans l'opérationnel, mais pas pour faire qu'une seule tâche. Je suis surtout en train d'essayer de suivre tous les projets et de prioriser, comme je disais tout à l'heure, quoi. J'ai beaucoup de gestion de projet. Ouais, beaucoup. Et si tu avais un conseil à donner à des CMO qui sont dans ta situation ou qui sont dans une boîte justement qui est en hyper croissance avec tout autant de challenges que ça implique, ce serait quoi ? Je veux pas me répéter en parlant du fait de prioriser, mais non, l'autre chose que je pourrais te dire, je pense, c'est de pas perdre du temps en fait sur des détails. Ouais. J'ai trop souvent tendance à entendre ou parfois à discuter avec certaines personnes qui vont me dire qu'ils passent des heures dans leur BM, dans le business manager, à regarder les moindres détails de chaque KPI d'une campagne ou d'un truc. Enfin, ok, mais tu peux le faire une fois de temps en temps ou de regarder des choses précises. Mais ça n'a pas d'intérêt en fait de faire de la micro-gestion à vouloir changer un budget de 10 euros d'une heure sur l'autre ou d'une journée sur l'autre, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il y a trop de gens qui sont un peu omnubilés par le business manager. Moi, je vais pas dire moins de temps j'y passe, mieux je me porte, mais en fait, je préfère y aller. On a upload des créas, 3 jours après, je regarde qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Je laisse, 5-6 jours après, je reviens. Je regarde comment on ajuste, quel learning je dois en tirer. Et en parallèle, via Triple Whale, je sais est-ce que je dépense correctement, est-ce que c'est organisé. Mais de ne pas perdre du temps dans des micro-détails. Vaut mieux tester, itérer, lancer des choses. On a testé tellement de choses avec le CRM. Il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Mais en fait, c'est pas grave, parce que tu les lances. Les chiffres te montrent que ça fonctionne pas, bah t'oublies, t'acceptes que ça marche pas et tu au passes moins à autre ça chose. exclut une hypothèse. C'est ça. Et tu barres sur ta liste et tu te dis ça fonctionne pas, donc salut, hop, et suivant. Intéressant. Donc se focaliser sur les 80% les plus importants et pas perdre de temps sur les 20% qui vont finalement te prendre beaucoup plus de temps et pas forcément apporter énormément d'incréments. Rapidement, est-ce que tu as des outils, des plateformes dont tu es fan, que tu utilises au quotidien et que tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Ouais, il y en a. On a parlé un peu dans la tech stack des classiques, on va dire, de Shopify, Klaviyo, qui sont quand même géniaux. Moi, il y a un outil que j'aime bien, qu'on utilise pour gérer justement l'affiliation. C'est UpPromote. Okay. C'est une app Shopify. Franchement, c'est plutôt très intuitif. Ça permet aussi aux affiliés d'avoir un espace à eux. Je sais qu'il y a souvent des marques qui le gèrent en donnant un code promo et en se disant c'est moi qui vais lui donner ses stats à la fin du mois, etc. En fait, ça prend beaucoup de temps. Le but, c'est pas trop de tricher avec les créateurs en leur donnant des fausses stats qu'ils feraient ou quoi. Donc moi, ça me permet d'être hyper transparent. Ils ont leur espace à eux, ils ont leur code affilié, leur lien d'affiliation. Et après, ils savent que dès qu'ils ont des ventes, ils peuvent mettre des notifs si eux, ils veulent de leur côté. Et ils ont un suivi qui est clair. Et en fait, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Et puis, il y a plein de petites fonctionnalités que tu peux venir ajouter au fil du temps, quoi. Comment tu l'appelles Up, UP et Promote, PROMOTE. Très bien. On n'a pas eu le temps, du coup, on n'aura pas le temps, je pense, de parler de l'abonnement, mais c'était un gros sujet. Ouais. Si tu devais donner peut-être juste, pareil, je sais que c'est plus complexe que ça en a l'air. En 2 mots, l'erreur ou les erreurs à pas faire ou les trucs à faire justement pour si quelqu'un veut basculer sur un modèle d'abonnement ou tester. Ouais, je pense que la plus grosse leçon que nous on a tirée de ça, c'est que on avait démarré en mettant des abonnements avec engagement. Et en fait, on a tendance à, quand on met de l'engagement en place, on veut avoir une sécurité tout de suite. Donc on se dit, si la personne elle s'abonne 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est du revenu garanti, etc. C'est sûr que j'aurai cet argent. En fait, c'est faux. Quelqu'un qui veut bloquer sa carte bleue, il va trouver le moyen de le faire. Et surtout, du coup, tu te fermes des portes vis-à-vis de ceux qui n'ont pas envie de s'engager pour 12 mois. Et souvent, là, pour le coup, c'est plus un côté tech, mais au niveau des outils, pour la plupart, en tout cas pour l'instant, ils sont tous développés pour du sans-engagement. Donc il y a plein de fonctionnalités qui sont possibles et qu'on peut mettre en place, du cashback, des landing pages pour
faire revenir les clients qui étaient abonnés, etc. Franchement, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, notamment sur Recharge, qu'on utilise. Mais tout ça, c'est utilisable que si tu proposes des abonnements sans engagement. Et donc nous, au début, on était hyper fermés, en fait. On était avec engagement, on ne pouvait pas utiliser les fonctionnalités. Du coup, les clients qui voulaient partir, en fait, on voulait à tout prix garder l'argent en espérant qu'il tombe dans notre poche. En fait, non, il faut mieux proposer quelque chose de très, flexible, permettre aux personnes de mettre sur pause leur abonnement, de l'envoyer à un autre endroit pendant 1 mois parce qu'ils sont pas là, enfin ils sont pas chez eux. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qui va permettre du coup d'avoir la meilleure expérience client et de les garder plus longtemps. Et c'est pas en verrouillant parce qu'il a mis sa carte et qu'à la base il a payé pour 12 mois que ça te garantit les 12 fois le prix du produit. Ultra intéressant. On arrive au bout de l'épisode, Séverin. Merci beaucoup pour cet échange. Et si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut, ou te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour me contacter sur LinkedIn. Globalement, je réponds à tout le monde. C'est Séverin Dor. Dor, D-O-R. D-O-R. Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup. C'était trop cool, plein de sujets abordés. Et merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end puisqu'on est vendredi fin d'après-midi. Merci beaucoup. Salut. À plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.